Et nous allons ouvrir cette séquence qui est consacrée aux acquis du projet CAMIS et aux perspectives de coopération dans l'espace Manche. Alors, avant de revenir sur les acquis, et je ferai témoigner différents acteurs qui nous apporteront leur regard, je voudrais qu'on fasse le point sur un enjeu tout à fait important, c'est celui des outils qui ont été construits pour que l'espace Manche devienne une réalité revisitée par l'ensemble des acteurs concernés. Et pour cela, j'ai à mes côtés Frédéric Turbou, de l'Université de Caen, Basse-Normandie. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et puis Pauline Blumerel, de la région Haute-Normandie, mais dois-je vous la présenter, puisque nous sommes en grande partie réunis grâce à elle et à Bruno Tenaille. Je commence avec vous, Frédéric. Il y a eu la question de la cartographie, la question de l'Atlas est un enjeu évidemment important. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet outil? Oui, tout à fait. Alors, l'Atlas Transmanche, je vais attendre que Bruno se positionne. Voilà. Alors, l'Atlas Transmanche, en fait, c'est un outil qui existe depuis déjà, j'ai fait le calcul, 16 ans, en fait. 16 ans d'antériorité pour cet atlas qui a bien changé depuis son début et sa création. Il a été le fruit, et il est toujours le fruit d'une collaboration pluridisciplinaire entre ce que l'on appelle dans notre jargon les SHS, c'est-à-dire les sciences humaines et sociales, et les STIC, les sciences et technologies de l'information et de la communication. En fait, la collaboration entre des géographes de l'université de Caen et de Portsmouth et des informaticiens de l'université de Caen, du CERTIC. Alors cet outil en ligne qui permet donc de diffuser de l'information géographique est aujourd'hui un outil relativement connu, je pourrais le dire, utilisé puisqu'on a une centaine de visites mensuelles. Plus de 450 documents sont présents dans l'atlas électronique, dans les 2 langues, et régulièrement nous y ajoutons de nouvelles études et des nouveautés, un suivi des statistiques. Alors, Bruno va naviguer sur l'Atlas au gré de ses envies. Et moi, je vais vous expliquer un petit peu à quoi sert cet outil. Alors, l'Atlas Transmanche a été créé au départ pour produire et diffuser de la connaissance. Produire et diffuser de la connaissance sur ces territoires qui bordent la Manche, donc tout le sud britannique et le nord-nord-ouest français, sur des thématiques qui sont celles que vous voyez s'afficher sur la bordure gauche de l'Atlas, donc qui couvrent des champs très divers, allant de la démographie au transport, en passant par l'économie, l'environnement, les territoires, la santé, la culture. Alors des thématiques sont récurrentes. Depuis 16 ans que nous animons cet atlas et que nous l'enrichissons, évidemment, nous avons pu assurer un suivi de certaines thématiques et particulièrement des transports et de la démographie. Cet atlas a été créé également pour permettre une construction commune de savoir sur cet espace maritime qui nous est commun, commune à l'ensemble de la zone, en fournissant des diagnostics des territoires à différentes échelles. Et c'est là l'intérêt de cet atlas, c'est qu'il reprend les principes de l'analyse géographique multiscalaire, c'est-à-dire de l'échelle globale de l'Europe, repositionner cette zone dans l'Europe et descendre à l'échelle des communes, voire des îlots. Les analyses sont toujours replacées dans un contexte plus vaste, celui de l'Europe, celui d'une région, celui d'un département ou d'un espace commun, la mer de la Manche. Et les données, et c'est là la principale difficulté de cet outil, les données sont homogènes, c'est-à-dire que toutes les données qui sont disponibles dans l'Atlas au travers des cartographies que vous voyez s'afficher au gré de la navigation de Bruno, toutes ces données sont homogènes et comparables les unes avec les autres. Et c'est là l'une des principales difficultés de cet atlas. Alors, dans le cadre du programme CAMIS, l'atlas a connu quelques avancées majeures. D'une part, son design a été complètement refondu. Pour ceux qui l'ont connu il y a quelques années, on a bien évolué. Son design a été refondu. Son moteur de recherche également a été repensé et amélioré. Aujourd'hui, lorsque vous cherchez des informations sur l'atlas, c'est ce que vient de faire Bruno d'ailleurs, vous pouvez les retrouver soit en plein texte, c'est-à-dire par un morceau de phrase qui vous intéresse,
soit par une thématique, soit vous pouvez également effectuer une recherche chronologique. Donc ce moteur de recherche plein texte, il n'est pas seulement utilisable en français, mais également en anglais. En fait, il est multilingue. Si demain nous souhaitons introduire une nouvelle langue dans l'Atlas, la recherche se fera automatiquement sur cette nouvelle langue. Alors, durant le programme, l'Atlas a été enrichi d'environ 70 analyses. J'ai essayé de les compter, mais c'est à peu près ça, 70 nouvelles analyses et études, tirées essentiellement donc du recueil de cartes Regard sur l'espace Manche et également de l'ouvrage qui a clos le premier programme EMDI, Espace Manche, un monde en Europe, donc sous la direction et dont les auteurs sont Pascal Buléon, qui est ici, et Louis Schomer-Smith, qui n'est pas malheureusement ici avec nous aujourd'hui. Vous retrouverez donc toutes ces analyses dans l'Atlas. La plupart des cartes que vous avez vues défiler à l'écran également aujourd'hui sont présentes dans cet Atlas. Ça, c'est la première avancée du programme. La seconde avancée tient à des considérations beaucoup plus techniques. En fait, il faut savoir que vous, en tant qu'auteur, si vous souhaitez un jour insérer une étude dans l'Atlas, vous pouvez le faire depuis chez vous via un petit système d'insertion qui vous est complètement dédié, sécurisé, et qui permet en fait d'insérer vos textes, vos images, vos photographies très simplement, comme si vous le faisiez dans un document de type document Word, par exemple. Alors, ce système de gestion a été complètement refondu pendant le programme CAMIS, de même qu'un système de révision des contenus, de correction des contenus, c'est indispensable pour le système éditeur. Vous ne les voyez pas, mais pour moi, ils sont essentiels au quotidien. Ils permettent de gérer l'Atlas en lui-même et de continuer à le faire vivre, puisque l'Atlas ne s'arrête jamais, en fait. À cela, nous avons adjoint, et c'était la dernière avancée dans le cadre de l'Atlas pour le programme CAMIS, nous avons construit un thésaurus bilingue qui, plus que la mise en commun de mots-clés au sein des documents et de leur traduction dans les deux langues, va nous permettre de développer des concepts de géographie associés à tel ou tel mot et permettre donc dans les développements futurs, c'est-à-dire au-delà de CAMIS, d'améliorer encore l'Atlas. Alors, au-delà de CAMIS, eh bien, l'Atlas sera toujours en ligne et toujours consultable et vous pouvez toujours y puiser de l'information, des cartes gratuitement. Voilà. Qui peut l'utiliser ? N'importe qui, des décideurs, des aménageurs, des étudiants, des chercheurs. On a un public très varié en fait. Essentiellement, alors on a beaucoup de demandes de décideurs, de cabinets d'études pour utiliser telle ou telle étude, telle ou telle carte, mais c'est très variable. On a eu par exemple le ministère de la Mer, on a eu le musée de la Marine à Paris qui nous a demandé des cartes. Enfin, c'est très variable, ça dépend des moments, je pense, et aussi des thématiques qui sont traitées et qui intéressent à un moment donné. Merci beaucoup. C'est important, cette cartographie, parce que je l'assimile, moi, à un changement de lunettes. Ça nous permet d'être moins myopes et de percevoir l'unité d'un territoire qui est autrement divisé en frontières administratives, en frontières politiques. Et je crois que c'est un support absolument indispensable à l'action que de pouvoir se référer à des cartes dont les données sont homogènes. Et ça, c'est le fruit d'un travail extrêmement important. Un grand merci, Frédéric, pour cet éclairage. Je viens vers vous, Pauline Blumerel, parce qu'il y a la cartographie, mais aussi le centre de ressources, autrement dit l'ensemble des données collectées, organisées sur les acteurs, les projets, etc. Est-ce que vous pouvez nous décrire les richesses que nous avons engrangées au cours des dernières années et qui sont disponibles comme un trampolino pour aller plus haut? Donc, le centre de ressources de l'espace Manche est disponible sur le site internet du projet CAMIS. Il se compose de 3 bases de données, une base de données acteurs, une base de données projet et une base de données Atlas Observatoire. La base de données acteurs recense des acteurs et des structures clés dans le domaine maritime, mais aussi dans les domaines de la recherche et de l'innovation, mais également de la formation professionnelle. Donc les thématiques qui ont été celles du projet CAMIS. L'objectif de cette base de données est de faciliter l'identification d'interlocuteurs, mais également de partenaires potentiels pour de futures collaborations franco-britanniques notamment. La base de données projet recense quant à elle des projets en cours de réalisation ou achevés,
des projets qui ont bénéficié de financement Interreg, mais également d'autres types de financement. Et ce sont des projets qui ont porté au moins sur une des grandes thématiques du projet CAMIS. L'objectif de cette base de données est évidemment d'améliorer la connaissance des projets afin de mieux faire connaître leurs résultats et donc de capitaliser sur ces projets. Mais également, cette base de données peut permettre d'identifier de nouveaux domaines de coopération qui n'auraient pas été exploités dans d'autres projets, dans des projets précédents. La base de données Atlas Observatoire recense tous les outils qui fournissent des informations, des analyses, des cartes ou des données sur l'espace Manche. Donc, l'objectif est de faciliter la recherche d'informations et la prise de décision, mais aussi, là encore, de davantage capitaliser sur les initiatives existantes. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs atlas observatoires qui existent, et on a pu réaliser à travers les réunions du projet CAMIS et les différentes réunions du Forum de la Manche que tous les acteurs ne connaissaient pas forcément l'ensemble de ces outils. Donc là, rapidement, on va vous montrer à quoi ressemble le centre de ressources. Donc, on peut accéder au centre de ressources donc, sur le site du projet CAMIS. Donc, soit sur le côté, donc voilà, vous avez Stakeholders, Projects, Atlas. Donc, là, vous l'avez en français aussi, quand on est sur la base de données en français. Vous pouvez aussi accéder en cliquant sur les liens, là, sur la page d'accueil du centre de ressources. Donc, à quoi ressemble une fiche acteur, par exemple? Donc, la première, Aquimer. Donc, vous voyez, donc il faut cliquer sur la petite loupe. Donc, on a un certain nombre d'informations. On trouve une brève description de l'acteur, les thématiques principales. Donc, thématiques principales, ce sont les thématiques qui ont été traitées dans le cadre du projet CAMIS. En dessous, un ensemble de thématiques secondaires, donc ce sont des mots-clés qui permettent de définir cet acteur, le type d'organisation, le site internet, l'adresse. Donc tout en bas, vous avez un lien pour géolocaliser l'acteur en question, enfin la structure en question. Donc une fiche projet. Donc là, vous cliquez sur la petite loupe. Donc voilà, donc là vous voyez en type d'information, on a dans un premier temps le chef de file du projet, là une brève description, le thème principal, des thèmes secondaires, le type de financement, les partenaires de ce projet, le site internet, les dates du projet et éventuellement des commentaires le cas échéant. Donc enfin une fiche type de la base de données Atlas. Donc là, encore, le chef de file, ou la structure qui est en charge de cet atlas, le site internet, une description et un ensemble de thèmes qui permettent de décrire cet atlas. Donc rapidement, on va vous montrer comment on peut effectuer une recherche. Donc on va prendre sur la base de données projet. Donc il y a plusieurs façons d'effectuer une recherche dans cette base de données. Donc soit on peut cocher là une thématique principale. Donc par exemple si on coche sécurité maritime ou je sais pas, comme tu veux. Donc là vous voyez tous les projets qu'on a recensés sur la sécurité maritime dans l'espace Manche. Donc on peut également le faire en sélectionnant un type de financement. Voilà, donc là on a laissé cocher sécurité maritime, donc ça filtre parmi les projets de sécurité maritime ceux qui sont financés par le Trans-Manche Angleterre. On peut également faire une recherche en sélectionnant une thématique secondaire. Donc voilà, c'est un ensemble de mots-clés. Alors il y a une suggestion de mots-clés à fur et à mesure que vous tapez. Donc par exemple si on tape oui, érosion. Donc oui, normalement, il y a une liste qui se déroule, je ne sais pas pour les actions. Ou si tu retournes sur le début, sur la page d'accueil
la base de données projet. Il est en anglais, il ne faut pas mettre d'accent. Ah oui, oui, c'est parce que tu es en anglais et qu'il ne faut pas mettre d'accent. ou revient en français. Donc vous voyez un ensemble de mots-clés au fur et à mesure que vous tapez. Hein. Donc voilà, donc là, ça va vous sélectionner tous les projets sur l'érosion côtière. Et vous pouvez en taper d'autres, alors si vous ne les enlevez pas, ils vont s'accumuler, donc vous allez réduire votre liste. Donc une dernière possibilité néanmoins assez importante. Ah oui, j'avais oublié aussi, vous pouvez faire une recherche par partenaire. Tout en bas là. Voilà, donc là aussi il y a une suggestion de partenaires, donc je ne sais pas si, voilà, au fur et à mesure vous allez aller ou les structures qui collaborent à ces projets, qui participent à ces projets ou réalisent ces atlas. Donc ça peut être utile également. Dernière possibilité de recherche qui est assez intéressante. Par exemple, vous pouvez sélectionner dans les mots-clés, donc dans ce qu'on appelle les thèmes secondaires. Non, on va mettre en haut dans les mots-clés. Non, on va mettre en thème secondaire. En thème secondaire, par exemple, on met formation professionnelle. Mais là, tu es en anglais, du coup. Voilà, ça va marcher. Et tout en haut, dans la recherche par mots-clés, tape 3D, par exemple. Et là, ça va vous sortir tous les projets sur la formation... non. Il n'y a aucun projet. Non, mais on voit le principe. Non, mais c'est parce que c'était pas exactement ce thème secondaire. Mais normalement, ça marche. Enfin, vous avez compris le principe de la recherche croisée. Donc, en tapant les mots-clés en haut, ça fait une recherche dans le corps du texte également. Donc, ça permet de trouver vraiment... recherche plein texte. Ça permet de trouver vraiment ce que vous recherchez. Donc, si vous souhaitez éventuellement modifier une fiche ou proposer l'ajout d'une fiche, n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@camis.arcmanche.eu. Qui peut avoir accès à cette base de données? Tout le monde. C'est gratuit. Qui gère cette base de données? Jusqu'à présent, c'était la région Normandie en tant que chef de file du projet. Cette base de données va encore continuer d'exister pendant 1 an et va continuer à être enrichie via un autre projet Interreg qui s'appelle Pegasus. On va en parler. Qui va vous être présenté. Donc, toute l'année prochaine, on va continuer à alimenter ce centre de ressources. Et après, évidemment, il faudra trouver des autres façons de pérenniser cet outil. Oui, c'est important, parce qu'on n'imagine pas qu'une telle richesse puisse être perdue. Ça serait dommage. Nous remercions Frédéric et Pauline pour cette présentation. Merci beaucoup. Les acquis de Camis. J'invite Hélène Morin de Bretagne Développement Innovation à venir me rejoindre. J'invite Gillian Clegg de l'Université de Plymouth. Vous êtes la bienvenue. J'invite Jens Shepard à venir me rejoindre. Je ne vous le présente pas, nous le connaissons déjà. Et puis j'invite Pascal Buléon, directeur de recherche au CNRS, Université de Basse-Normandie. Bonjour. Alors, nous allons regarder où nous en sommes sur un certain nombre d'enjeux et de projets. On essaye évidemment de capitaliser sur les acquis de Camis pour pouvoir après parler de l'avenir. Et Hélène, j'aimerais que vous nous parliez du projet Channel More. Qu'est-ce que c'est que Channel More ? Alors, Channel More, c'est un projet qu'on appelle de capitalisation. Donc, c'est un projet Interreg Manche. Capitalisation parce qu'il s'appuie sur 7 projets existants, donc en cours de réalisation ou terminés. On y retrouve le projet Camis, dont on a parlé aujourd'hui. On y retrouve également le projet 2OM, le projet Merinovate, Merific, Beams, Deeds. Et donc, ce sont des projets qui traitent des énergies marines renouvelables avec plus ou moins de régions, donc de part et d'autre du Channel,
et qui ont déjà produit pas mal de données. Et le projet Channel More vise à s'appuyer sur ces données pour en produire d'autres et élargir les coopérations. Très concrètement, à quoi cela va-t-il servir? Quand vous dites élargir les coopérations, vous pensez à quoi? Alors, sur le sujet des énergies marines renouvelables, on a conscience que le marché n'est pas forcément local, il est plutôt européen, voire mondial. Et on a aussi conscience qu'un territoire seul ne pourra pas avoir l'ensemble des compétences et répondre à l'ensemble des besoins. Et donc ce projet vraiment vise, en rassemblant et les données et les acteurs de territoires complémentaires, à la fois donc identifier ces complémentarités, proposer des scénarios de coopération et voir comment, du côté anglais et du côté français, on peut coopérer pour soutenir le développement de ce secteur de part et d'autre. Qui participe aujourd'hui à Channel More et qui aimeriez-vous voir dans le périmètre de ce projet qui n'est pas encore présent? Alors aujourd'hui, donc, sont autour de la table donc 12 partenaires, 4 partenaires anglais et 8 partenaires français. Donc on va retrouver des universités, on va retrouver également donc Agence de développement économique, la région Haute-Normandie est présente également. Et donc ce sont donc des acteurs qui étaient donc précédemment impliqués dans des projets Interreg 4A. On va en tout cas travailler de façon rapprochée avec les industriels pour qu'ils expriment leurs besoins et que l'on puisse, nous, on va dire en tant que structure intermédiaire, si on peut s'appeler comme ça, voir comment on peut mieux les soutenir, voir comment on peut développer leur coopération en leur offrant des espaces d'échange, notamment au travers de journées telles que Tétis, par exemple, qui va avoir lieu au mois d'avril, ou la Cité Quick l'année prochaine. Comment est-ce que vous pensez mobiliser les industriels? Et je pense notamment aux PME, qui sont souvent solitaires, qui peuvent être intéressés, mais qui ont autre chose à faire aussi. Et donc, comment est-ce que vous pouvez créer le lien, quoi? Alors, ce que l'on va faire, donc on va s'appuyer sur les acteurs territoriaux, donc ceux qui sont le plus proches d'elles. Donc, je pense aux technopoles, je pense aussi donc aux régions, aux agences de développement économique qui les connaissent et qui vont organiser des réunions locales, ce que nous on appelle locales dans notre jargon, donc proches des entreprises, pour leur présenter les actions, pour leur proposer donc de s'exprimer, pour voir quels sont leurs besoins. Et donc ensuite, il y a aussi un accompagnement financier qui va être proposé pour qu'elles puissent aller rencontrer leurs homologues ou des entreprises avec lesquelles elles souhaitent travailler, donc de l'autre côté du channel, pour qu'il y ait vraiment cette discussion, cet échange de cartes de visite et cette rencontre B2B. Est-ce que vous aimeriez être une fée? Oui. Bon, donc si je vous offre une baguette magique, et si vous l'utilisez pour mieux faire vivre ce projet, qu'est-ce que vous supprimez avec la baguette magique et qu'est-ce que vous créez? Alors, oui, c'est difficile d'être une fée. C'est difficile. Oui. C'est un travail à plein temps. Qu'est-ce que je rajouterais? Je rajouterais du temps, parce que le projet est sur une durée de 1 an, et qu'un an, c'est très court. Et donc, je souhaiterais rajouter un peu de temps. Maintenant, je sais qu'il y a des contraintes réglementaires qui font qu'on ne peut pas rajouter de temps, en tout cas sur ce projet-là, donc je les accepte. Oui, il faut vraiment être une fée pour rajouter du temps à des programmes européens. Je suis d'accord avec vous. Gillian, je me tourne vers vous. J'aimerais que vous nous parliez du projet Pegasus, parce que, à l'instant, Pauline vient de nous en parler un peu, mais j'aimerais que vous nous en parliez beaucoup. L'Université de Plymouth est coordonnateur de ce projet. En quoi consiste-t-il? Quel est son intérêt? Thank you very much. Yes, Pegasus is, as we were just hearing, it's also a capitalization project. It's actually, the name means Promoting Effective Governance in the Channel Seas. That's the name of the project, and it capitalizes on a number of existing projects. There's about 12 projects it builds on, including several that we've heard of here. CAMIS forms a very important project, and among those, but it's also things like Mirific, which we've already heard about, LICO, which we saw, Panache, Valmer, Set Arms, and I think they've all been mentioned already. And we have 12 partners from across
both England and France. Some of those are local governments, so we've got both Devon and Haute-Normandy, universities in Caen and Plymouth, research institutes, so IFRIMER, the Marine Biological Association in Plymouth, and also some business sector with APLM, and a number of other partners. And I think it's really important that we're cooperating across all sorts of different types of organisations, as well as across the channel. And what we want to do is to bring in a much wider stakeholder community as well. The aim of the project is really to support effective governance in the Channel region to deliver a sustainable ecosystem, incorporating social, economic and ecological sustainability. And our methods are really to look at the projects that have been done and to try to pull out from all those projects examples of effective governance and lessons for effective governance. And then we want to take those lessons and translate them really into the lessons for effective governance and translate them into targeted messages for various audiences, including policymakers and other stakeholder audiences. Mais comment est-ce que vous allez faire pour que des responsables politiques ou des responsables économiques ou des responsables d'institutions s'approprient évidemment le résultat de vos travaux pour qu'ils s'en servent, pour s'en servir eux-mêmes? Parce que très très souvent, on voit bien qu'il y a des avancées qui sont faites par des travaux comme les vôtres, mais qui restent à l'écart du champ politique parce que les acteurs politiques n'ont pas su les intégrer à leurs propres problématiques. Comment est-ce que vous allez faire pour mobiliser les acteurs politiques? Yeah, I think that is the essence of the project, really. That is what we've said within the project we want to do, because we want to take those messages from the projects, which maybe it is difficult to get out to the right audience. But we're our key sort of deliverables. One particular deliverable that we've got, which builds on the actions from from CAMIS, is to develop what we've called a guide to channel marine governance, which we're hoping that we'll launch at somewhere like the House of Commons in London, perhaps, where it would actually provide that route to a political audience. We're also very keen within this project to build on the Channel Forum, because the Channel Forum, the Cross-Channel Forum, as we've all seen throughout CAMIS, has provided a very good audience, a very good way of linking those different audiences and providing people with opportunities to learn about things that are happening in these projects and to actually put things into language that people can understand and situations where it can be of value, that sort of information can be of value. So those are the two key elements, really, of the outputs from the Pegasus project. Comment allez-vous faire, madame, pour définir des priorités? Parce que, évidemment, le risque, c'est de tirer les bons enseignements d'un ensemble d'initiatives sans pouvoir, derrière, bâtir un plan de vol, des priorités susceptibles, évidemment, d'être mises en œuvre. Comment est-ce que vous allez faire pour définir des priorités? The priorities, I think, they will, in essence, come from the projects, but also from our use of a cross-channel forum. And we have three sort of different data gathering strands. One will be from a detailed analysis of all the projects and the outputs that there's been. The second will be from cross-channel forums. We've got three planned for next year. One is a particularly early next year, will be just for data gathering from all those who are interested in the projects and putting forward or taking forward the messages that come from those projects. We'll also have a second forum which will be to do with linking science and governance and again drawing on the information that we have and the knowledge that we have within the channel. And then the third one will be putting forward those recommendations perhaps for activities in the activities or actions and recommendations for Interreg 5. And so
through those routes, using the cross-channel forum, but also looking at the projects that we've got already, the existing information from the projects, we'll be able to put that forward, and that will be the mechanism we will use. Aimeriez-vous être une fée, Gillian? No. Bon. Et si Hélène vous prête sa baguette magique, comment est-ce que vous l'utilisez? Oh, I think that probably time would be very, very much appreciated. But I think probably we would also be able to get all the right people to come to a forum meeting. To have a forum meeting when it was actually possible for all the really key people to actually, from both sides of the channel and the full length of the channel and all the different stakeholders, to come together at the same time. Because I think we get very good audiences at the forum, but probably we never get all of the right people there at exactly the right time. So I think that would be what I would use my magic wand for. So they could really talk and discuss and come to some sorts of agreements. Ian Shepherd, j'aimerais vous faire réagir à ce qui vient d'être dit, les deux témoignages, le témoignage de Gillian et puis le témoignage d'Hélène. Est-ce que ces témoignages ne nous rappellent pas que la meilleure façon d'avancer, ce sont les coopérations? Est-ce que ce n'est pas un appel, évidemment, à un renforcement des coopérations comme source de développement? I don't get the magic wand then. Not yet. Not yet. I certainly do think it is. I think Gillian was probably very kind and didn't mention not enough business engagement, perhaps, which is possibly what she was alluding to. And I accept it is very difficult to get the business engagement that we need. And if you look at the next framework, a lot of it is about SME engagement, and we've all got to double our efforts in showing SMEs in particular why there is value in getting involved. And I think that's something that it's a responsibility for everyone, but it's key to show to them that there is some value to it. Est-ce que vous pouvez nous parler, dans l'esprit de mobilisation, notamment des entreprises, de l'intérêt des Local Enterprise Partnerships, DLEP? Yeah, for those that, and I'm not sure how many of the audience know what an LEP is. I'm sure there's quite a few of us are still wondering what an LEP is. And perhaps, Bruno, if you could put that slide up. The slide there shows one of the ones across the channel. Did show one, which is the Coast to Capital LEP. And you can see from the map there that it covers from Newhaven across to Chichester. So all of West Sussex, a little bit of East Sussex. It includes the London Borough of Croydon, the Gatwick Diamond, as we call it, which is part of Surrey and West Sussex, which includes Gatwick Airport and the supply chain. And that is one of our LEPs, and it's the main one across the channel from you. To the west of it is the Solent, which is South Hampshire, really from Southampton, Portsmouth, and includes the Isle of Wight. What are they? Political ideology with the current government, really, they wanted to get rid of the regional development agencies, and we had 8 or 9 of those in England, and they were replaced by 39 LEPs. And this is a problem, I think, for the European Commission engaging with so many different bodies. It has created a problem, and there's no doubt about that. The remit is much, much narrower than it was for the RDAs. And it's different for each one of them. Effectively, it's localism, as the government calls it. It's taking ownership in a sub-region of your economy and how you move it forward. So it's given a lot of power to business working with local authorities.
And the LEP's Coaster Capital, I can say, is primarily looking at enterprise and entrepreneurship and increasing export, and as part of that, cross-border cooperation. So it does affect how we relate with Europe. I think it can be positive, but it's going to take some time for the model to actually work its way through. One of the things I would say is they will be delivering the ESIF funding in the UK, so they're quite critical in terms of the European agenda. Pour en revenir là au LEP, qui les construit et qui les gouverne? The models vary depending on the particular LEP. In the case of Coaster Capital, and in the case of most of them, some of them are economic regions, as we'd call them. Others are based on major cities. But the governance models actually vary amongst the various LEPs. If we look at Dorset, it's primarily run by the County Council there. The Coaster Capital LEP and the Solent LEPs. The Coaster Capital one is a company limited by guarantee, so it's run primarily by a business-led board. It has its own structure, but the relationship with local authorities won't change in terms of holding funds. They're embedded with the local authorities as well, but running to an extent separate from them. Vous pensez que les LEP pourraient être un point d'appui pour de nouvelles coopérations transfrontalières? I really do believe they can be. Certainly within Coaster Capital, we sat in a situation where a number of the local authorities, small coastal authorities, would perhaps fund a day-and-a-half post involved in European projects. And what we're seeking to do is actually get all the funding into a single pot so that we can fund a reasonable number of posts so that proper engagement can take place. So, yes, I do believe, and Coaster Capital, as export is one of the key tenets of what they do, then actually talking to the local regions across the channel is fundamental in getting business going. We heard a bit earlier about the New Haven DIEP project. We need to increase those number of projects and make them meaningful. Est-ce que vous aimeriez être une fée? Oh, all right. Oui. Bon, alors je vais vous appeler Gandalf. Hein? Je vais vous appeler Gandalf. Si vous pouviez améliorer les choses, dans quelle direction est-ce que vous avez envie de pousser? Well, the thing that I would like to see, and it's what I think Gillian alluded to, is I would like to see both SMEs involved in European projects, many more SMEs involved, and that's very much our aim to do something about that. But I'd also like to see in the south of the UK better political buy-in to the process. It is there's a lot of buy-in, but I think we do need to see more. Pourquoi? Parce que les responsables politiques britanniques ne s'intéressent pas suffisamment à ce qu'on se fait ici? I think it's a very difficult situation in the UK, the European agenda, and it's difficult for many politicians. I firmly believe that membership of the European Union and what we can get from that membership, how we can develop our businesses, how our science base can work together. As a country or as individual countries, we're too small to compete against China, Taiwan, America, and we need to work as Europe for that competition. And I think it's fundamental that we do that. Je me tourne vers vous, Pascal Buléon. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous appartenez à l'université de Caen-Basse-Normandie. Et vous êtes bien connu ici, dans cette enceinte et dans toutes les enceintes européennes. Ça fait combien de temps, Pascal, que vous vous intéressez aux coopérations transmanche, au rapport entre l'Angleterre et la France sous cet angle de l'espace maritime? C'est pas une question très gentille, Bertrand, si ça se réfère à l'âge, mais si ça se réfère à la pugnacité... à l'expérience.
pas seulement À la moi, mais sagesse. d'autres ici. Oh, sagesse, j'aimerais bien, mais tout au moins à l'essai. Il est vrai que ça fait plus de 20 ans qu'avec d'autres, je laboure, si on peut utiliser cette métaphore de la terre pour l'appliquer à la mer, parce que, effectivement, il y a quelques 20 années, beaucoup de choses qui sont dites ici n'étaient pas dans l'horizon mental de beaucoup de décideurs. Ni le fait que la mer était quelque chose d'essentiel au développement des régions et de l'Europe, ni le fait que ce devait être quelque chose justement dans le champ européen, ni le fait que ça devait être une coopération. Donc je suis content d'avoir contribué et participé à ce chemin parcouru. Et c'est vrai qu'on est toujours impatient, et je vais l'être dans ce que j'ai à dire, mais beaucoup de chemin a été parcouru, c'est vrai. Alors, je vous pose cette question-là. Pourquoi? Parce que depuis ce matin, nous sentons bien qu'il y a un élan Camis. Et nous sentons bien qu'il y a un souhait que cet élan-là se poursuive, bien entendu. On voit des acteurs qui se connaissent et se reconnaissent. On voit des outils qui ont été forgés. On voit des actions qui ont été portées sur les différents territoires et qui sont riches d'enseignements pour les autres. On voit un désir de coopération plus vaste. Mais évidemment, on entre sur un champ politique de plus en plus complexe, où il y a les politiques européennes, les politiques nationales et les politiques locales. Lorsque vous regardez tous les éléments là qui sont dans le shaker, qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui vous inquiète? Oui, parce qu'il y a effectivement matière aux deux, à avoir envie et des raisons d'espérer, mais aussi à avoir de façon lucide de l'inquiétude, si les actions nécessaires ne sont pas engagées. Parce qu'on l'a entendu tout au long de la journée, et c'est le résultat des travaux de ce programme, mais d'autres actions de coopération, les défis sont nombreux et ils sont élevés dans un endroit dense de l'Union européenne et du monde de manière générale, sur les questions de transport, sur les questions d'environnement, sur les risques, sur la superposition des usages, tout ça, on l'a entendu. Et il n'y a pas 25 façons de s'attaquer à ces questions. Beaucoup d'acteurs l'ont dit, y intervenir de manière locale, c'est utile, mais c'est complètement insuffisant. La seule possibilité, c'est d'embrasser ces problèmes à l'échelle du bassin dans une politique globale. Et donc, à la fois dans les satisfactions et dans les envies, c'est que la poursuite de la coopération au niveau local entre les acteurs, les forums, les actions bilatérales dans tel et tel secteur se poursuivent. Il y a la nécessité, au niveau interrégional, comme cela a été pris à l'initiative, qu'il faut toujours saluer, parce qu'elle a été la seule des régions françaises à prendre cette initiative collective, celle de la Haute-Normandie que représente Dominique Gambier aujourd'hui, mais que son président Alain Leverne, qui n'est plus là, il n'est plus là, lui physiquement il l'est, mais heureusement pour lui, mais qui n'est institutionnellement plus là, a mené lui aussi depuis 20 ans. Et c'est la rencontre de dispositifs universitaires et de dispositifs politiques institutionnels qui a permis que ceci existe. Sinon, nous n'en serions pas là. Mais aussi au niveau national, c'est un grand progrès qu'il y ait un comité de façade auquel plusieurs d'entre nous participent. Et donc, il faut de nouveaux objectifs pour cela. Et cela pourrait être l'objet d'un traité diplomatique franco-britannique inscrivant dans les missions des États ce que ne peuvent pas faire les régions, parce qu'elles en subissent les effets, mais ne peuvent pas les porter. Et donc, on l'a vu, il y a plusieurs domaines de ce genre. Et donc, un traité franco-britannique serait un pas significatif dans lequel on pourrait inscrire ces coopérations. Et puis, c'était l'objet de ma question aux représentants de la Commission européenne par Interreg ce matin, il nous faut un nouvel objectif de politique maritime élargie. Ce qui a été fait déjà, bien sûr, de la gestion intégrée, bien sûr, mais une politique maritime élargie plus importante et aux questions environnementales et aux questions de développement économique, dont mon collègue à l'instant vient de parler. Et ça nécessite, bien sûr, une commission au Parlement européen. C'est le moins que pourrait faire cette commission que de travailler à une commission au Parlement européen traitant de la mer. Ce n'est toujours pas le cas. Il n'y en a pas. Et donc, voilà des objectifs, mais les obstacles ne sont pas minces pour cela. Il y a ces besoins, il y a cette envie des acteurs de terrain qu'on voit. C'est-à-dire, ce n'est pas quelques illuminés qui prêchent dans le vide en disant ce serait bien. Il y a une vraie envie, un vrai besoin des acteurs de terrain, que ce soit
Daniel Lefebvre, qui souvent pour les pêcheurs plaide pour ces discussions et ces coopérations dans ces enceintes aussi. Nous nous côtoyons depuis ce temps, d'ailleurs, dans ces enceintes, venant de travaux différents, mais ça montre la nécessité des envies d'acteurs. Il y en a beaucoup d'autres. Les forums du programme l'ont très, très bien montré, avec plus de 100 personnes venant à chaque fois de part et d'autre. Donc cette envie, elle est là. Mais il y a un vrai obstacle qui est l'existence de la dissymétrie des compétences entre collectivités, côté français et côté anglais. C'est un vrai obstacle que nous portons tous, que nous devons assumer, mais qui pèse considérablement, qui a pesé sur les programmes, y compris celui-ci. Et puis il y a les poids des politiques nationales auxquelles faisait allusion Yann Shepard à l'instant. Nous avons vécu dans le programme la dissolution par le gouvernement Cameron de SIDA, une magnifique agence de développement, une perte d'interlocuteurs, d'intelligence et de substances essentielles. Nous subissons, côté français, le poids de la crise de manière générale et le fait que les collectivités, le centre de leur intérêt n'est pas franchement la coopération dans les temps qui courent, parce que et le poids des budgets et les politiques d'emploi sont au centre, et ça peut se comprendre de ces politiques. Et donc, plaider pour de la coopération dans ces moments-là, ce sont des obstacles, des contraintes qui peuvent devenir étouffants. En même temps, ce matin, le représentant de la DGMAR disait, bon, on a besoin de pouvoir se référencer sur des dynamiques locales positives pour pouvoir nous-mêmes évoluer et donner du contenu à ce que nous pensons sans pouvoir l'imaginer réellement. Et donc, au-delà des difficultés et que vous soulignez tout à fait justement, c'est quels sont les chemins, à votre avis, les chemins de progrès qui sont à emprunter pour que cette initiative CAMIS, le travail accompli, puisse continuer et se développer? Je vais en esquisser quelques-uns, je n'aurai pas la prétention de les voir tous, mais à la lumière du travail collectif d'ici, de ce programme et d'autres, je pense qu'il y a effectivement des objectifs qui permettent de répondre à ces défis et de continuer à tracer un chemin vers cette nécessité de coopération accrue pour répondre aux problèmes majeurs, mais aussi non seulement aux problèmes, on dit souvent les problèmes, mais aussi au potentiel que recèle ce vaste bassin qu'est la mer de la Manche. Car à côté des problèmes, il y a aussi un énorme potentiel, je n'en referai pas la liste, mais qui a été tracé dans les différents programmes. Donc la question de l'objectif, tant des comités de façade que d'aller vers nos États pour dire construisez un traité dans lequel cela encadre tout ça, qu'il y aille des questions de sécurité aux questions environnementales, me paraît un objectif mobilisable. La question de la Commission aussi, il y a toujours une dichotomie, on va le retrouver dans le prochain débat aux élections européennes, à considérer que c'est très loin et qu'il faut attendre et que ça ne concerne pas. Mais les acteurs de base que nous sommes devons peser sur cette chose-là. Et cet élément qu'est une commission maritime au Parlement européen est l'affaire de tous les acteurs locaux jusqu'à la Commission européenne. Ce n'est pas l'apanage d'une discussion fumeuse dans un bureau à Bruxelles pour savoir si on fait une commission ou pas. Et donc c'est un enjeu politique collectif qui part du local. Et essentiellement, maintenant, à l'issue d'un programme de ce genre, il me semble que et les collectivités ont, de ce point de vue-là, une responsabilité que je sais qu'elles ont en tête, qui est de tenir un cap. Alors nous avons tous à tenir un cap qui est un cap de politique de construction européenne. On comprend bien dans ce que nous faisons, et Yann l'a dit à l'instant avant moi avec ces mots, or, d'une politique européenne, nous ne pouvons rien faire sur ce territoire qu'est le bassin. Et donc d'une politique de bassin. Et faire progresser plus avant ce que le représentant de la Commission disait ce matin, enfin de la DGMAR, non seulement de la gestion intégrée, bien sûr, mais la gestion intégrée est locale. Il faut de la gestion intégrée de bassin et il faut une politique maritime qui soit plus que de la gestion intégrée. Une vraie politique de développement. Yann en développait l'aspect économique, mais il y en a d'autres. Donc ça, c'est maintenir ces objectifs, développer des actions, tant des collectivités que des services de l'État, dans le cadre de la France, dans le Conseil de façade, c'est un objectif. Et maintenir et développer des actions et des liens entre acteurs,
des ports de la Manche, on l'a vu ce matin, cluster maritime et des forums, c'est parce que c'est une forme de lien social. C'est quand les gens se rencontrent et travaillent ensemble qu'ils trouvent de nouvelles idées. Ce programme, on a fait la preuve parmi d'autres, et c'est comme ça que l'on va trouver de nouveaux chemins. Et pour clore la réponse à la question que vous me faites, Bertrand, je serais tenté de donner un message à l'attention du vice-président de la région de Normandie qui va parler tout à l'heure, une région et un vice-président qui ont tant fait dans cette perspective-là, mais également à la représentante du Norfolk qui va intervenir à l'instant, Caroline Reid, qui va être la nouvelle autorité de gestion du programme Interrail. Il ne faut pas, je prendrai deux métaphores de marine qui ne seront pas forcément déplacées dans notre programme, il ne faut pas lâcher le bout. Il faut le tenir ferme et il faut fermement tenir le cap. Si ce cap n'est pas tenu par vous institutionnellement, il n'y en aura pas. Ça ne peut pas être une initiative spontanée d'acteurs locaux. Il y a besoin, comme vous me le posiez dans la question, d'une sorte de continuum des acteurs locaux, des acteurs régionaux et interrégionaux, et qui se coordonnent à l'échelle du bassin, ce que nous avons commencé de faire, il ne faut pas le laisser retomber, et d'une action concertée au niveau des États. Quelqu'un souhaite-t-il réagir, poser question, faire remarque, commentaire, mesdames et messieurs, sur cet ensemble d'interventions? Pas de remarque particulière? Une fois, deux fois, trois fois. Et nous remercions chaleureusement, Gillian Clegg, Hélène Morin, Pascal Buléon et Yann Scheffel. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup. Et j'invite, bien sûr, Caroline Reid, responsable des projets européens au Norfolk County Council, future autorité de gestion, à venir me rejoindre. Bonjour. Et puis Dominique Gambier. Je ne vous le représente pas. Mettez-vous au centre, madame. Thank you. I would just like to start by clarifying a point. Norfolk County Council, as managing authority, has the responsibility to ensure the successful, timely and effective delivery of the Interreg 5 programme. What it's not there to do is shape or influence the strategy and the contents of the operational programme or the investment priorities. That's down to the programme preparation group and the group of local authorities and partners within that group to develop those strategies. So within that context, what I would like to talk to you about is the policy context, the processes and the timescales moving forward. David Cooper this morning, when talking about the added value of cooperation, highlighted common themes that have been emerging from this morning's discussion, including engendering growth in business and economic development. And I was very pleased to hear that because it has a very good fit with the new policy context. The next programme will look very different to the current programme as it's responding to a new policy context. There's an increased effort laid out by the Europe 2020 to support innovation, research and sustainable development, and a greater thematic concentration of policy support on a reduced number of themes in line with the EU 2020 strategy. The EU policy context provides that all European territorial cooperation programmes will need to develop, demonstrate and follow an intervention logic. And Rebecca mentioned this morning the starting point. What does success look like? And working backwards from there and developing a set of actions to be able to achieve that success. And actually that times very well with the future, looking forward to the future intervention logic. What do we want to change? And then setting the result indicators, and then outputs need to be able to contribute to a change in the result indicator. And Ian gave us a very good example of what he would like to see as a result indicator, which is a reduction in accidents at sea. But an observation I would make from again, this morning, there was a discussion around port-centric development.
but there was no mention of the methodology for evaluating and measure the impact of that activity. And looking forward, projects will need to think about how they will evaluate and measure the activity so that they can demonstrate that they're having an impact on the result indicators. So that's the EU context. For the Interreg 5 France Channel England programme, the operational programme forms the programme's strategic operational framework and for delivery. It's developed, as I mentioned, by the Programme Preparation Group, comprising representatives of the eligible area of the member states, and it will be widely consulted on. There are no financial amounts as yet attached to the proposals. The funding will be invested according to identified investment priorities, and these are still in development. But there are a number of challenges that have been identified through the SWOT analysis of the programme area, and that give you an idea of the direction of travel for the new programme. These include strengthening the capacity of stakeholders to innovate, strengthening the economic fabric and enhancing business competitiveness, especially SMEs, which chimes with, again, with what Ian was suggesting about his desire to involve more SMEs in the programme. Increasing energy efficiency to promote the transition to a low-carbon economy, protecting and promoting a sustainable environment, and promoting employment and supporting labour mobility. The proposal currently is to include maritime cooperation and to integrate that within the operational programme as a horizontal theme. So that's just the general direction of travel, but it's the investment priorities are being developed at the moment. A first draft of the operational programme, which will include the programme's investment priorities, will be drafted by the end of January, and we'll be holding a political event in February. So your opportunity, one of the ways that you can influence the priorities, the investment priorities, is to tell your politicians about the Maritime Integrated Strategy, make sure that they're aware of what the priorities are, and to lobby them for anything that you want to see in the programme. There will also be consultation on the operational programme carried out between February and March. There will be 4 events, 2 in France and 2 in the UK, where wider stakeholders will be invited to contribute their thoughts on the operational programme, and those will be included in a final version that will be ready to send to the European Commission, ideally for approval in May 2014. It's anticipated that the European Commission will sign off the plan in autumn 2014, and then projects could be funded and delivery could begin as soon as the operational programme is signed off. The current managing authority is developing the systems and processes to enable the operational delivery of the programme, and there has been a direction from the programme preparation group, or an indication that we'd like to see early facilitation for the programme, and so that should hopefully be running in parallel so that projects are developed alongside the proposal going to the European Commission, and once the programme has the sign-off, that projects would be ready to be up and running at the end of 2014. Thank you. J'ai une question à vous poser, Madame Caroline Reid. Si nous nous retrouvons, parce que vous nous aurez invités peut-être, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'aimeriez-vous nous dire? Qu'aimeriez-vous que nous fassions d'ici là, eh bien, pour progresser et faire en sorte que ces coopérations transmanches soient toujours aussi positives et que l'élan que nous avons constaté soit un élan renforcé? As I said, the managing authority is there to oversee the procedure to make sure that the programme is implemented effectively and is not there to shape the direction of the programme. That very much depends on what the preparation group and ultimately the programme monitoring committee decide to do. It would be ensuring the effective delivery of that.
Merci. Merci beaucoup, Caroline Reid. Nous arrivons au terme de notre rencontre. Dominique Gambier, vous nous avez accueillis dans votre maison, qui est la maison commune, celle de la région. Il vous appartient de clore cette rencontre, ou plutôt de prendre rendez-vous avec nous sous d'autres cieux et différemment, mais sur le même sujet. Oui, je préfère cette deuxième façon d'aborder les choses. Je crois que chacun voit bien aujourd'hui que c'est une journée de transition et que donc je ne conclurai pas une journée de transition. Ce matin, ma collègue de Basse-Normandie disait qu'elle était optimiste. Mais moi, je voudrais vous dire que je suis fier du travail collectif, et vous devez être fiers du travail collectif qui a été accompli au cours de ces années à travers le projet CAMIS. Je crois qu'on peut en être heureux. On a vu aujourd'hui un certain nombre de résultats, et donc c'est une fierté collective, il faut quelquefois le dire, dans cette période un peu morose, de dire que nous avons bien travaillé. Alors, qu'est-ce que je vois comme point fort? J'en vois 4. Je crois qu'il y a une volonté assez unanime, en tout cas ici, dans cet hémicycle, de porter l'espace Manche comme une entité reconnue qu'il faut gouverner. Ça, je crois que ça n'a été contesté par personne, et donc c'est un enjeu important. Ensuite, je vois un deuxième acquis, l'importance de pérenniser des espaces de dialogue franco-britanniques sur les questions maritimes. Le rôle des forums au fil des années a été reconnu, le rôle des banques de données pour étayer ces rencontres a été, je crois, aussi reconnu. Donc il nous faut trouver les formes de rencontres pour poursuivre ce dialogue, parce qu'on voit bien qu'il y a besoin, au fil du temps, de développer une culture commune si on veut développer des coopérations. Le troisième point que je vois, et peut-être qui a encore plus émergé aujourd'hui, c'est l'idée, à travers ce qu'on appelle, nous, depuis déjà quelques années, la stratégie maritime intégrée, idée contestée par personne. Je crois que CAMIS a fait dialoguer les acteurs sur ce point. Les États se sont emparés de cette problématique, et c'est très bien. Il nous faut maintenant que les États croisent leurs démarches, et CAMIS peut sans doute les aider. Le focus group, comme l'a indiqué le représentant de l'État britannique, le Conseil maritime de façade, sont des entités qui sont des progrès incontestables, mais maintenant, il faut qu'il y ait un travail qui se fasse en commun, ce qui n'est pas forcément facile. C'est pas facile au niveau des acteurs sur le terrain, mais c'est peut-être pas non plus très facile au niveau des États. En tout cas, il faut que nous aidions à ce croisement, car il n'y aura pas de stratégie maritime intégrée s'il n'y a pas ce dialogue au niveau des démarches des États. Et puis, le quatrième point, c'est évidemment plusieurs thèmes qui sont apparus au cours de ces échanges, à la fois les opportunités qu'offrent, bien évidemment, les énergies marines renouvelables ou la plaisance, les risques liés à la pollution. On voit bien qu'il y a là encore du travail à faire, et j'espère que les abeilles vont pouvoir nous y aider. Alors, quelques dates ont été évoquées qui montrent que l'on est dans une transition. Dès demain, les partenaires du projet CAMIS vont se réunir pour justement tirer le bilan de cette journée et voir les démarches à engager. Le 6 décembre, il y a la réunion qui a été évoquée à Londres sur la pollution maritime avec les collectivités locales. Il y a les travaux à venir dans un certain nombre de clusters de capitalisation. Et puis, vous venez de l'évoquer, la préparation du prochain programme opérationnel Interreg 5, qui prévoit bien sûr une phase de consultation, et j'invite chacun à y participer. En tout cas, nous répondrons au présent
à la réunion de février avec les collectivités locales pour justement participer et infléchir les travaux sur la préparation de ce programme opérationnel. Voilà, moi ce que je peux dire, et je crois qu'avec cette journée, le chapitre CAMIS du grand livre de la coopération maritime franco-britannique que Pascal évoquait depuis 20 ans, je crois que ce chapitre se termine. Il faut savoir clore un chapitre. Mais on voit aussi qu'il y a la trame d'un chapitre à venir. Il faut qu'on en trouve le titre, il faut qu'on en trouve le contenu. On voit qu'il se dessine. En tout cas, merci de nous y aider et soyez assurés que la région de Haute-Normandie tiendra le bout. Merci et bon retour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'avais noté sur mon conducteur, sur mon plan de vol, que notre réunion devait s'achever vers 17 h. Il est près de 17 h. Notre réunion est achevée. La fédilogie. Oui.